micro fonctionne, oui. Bonjour. Alors, effectivement, José et moi, on va vous présenter aujourd'hui des résultats de recherche qui ont été récoltés lors de la dernière réforme de la santé et des services sociaux, donc en 2015. Cette recherche, en fait, c'est une recherche qu'on a au départ, en fait, cette recherche-là visait à étudier la réforme de 2003, 10 ans après, mais le ministre de la Santé et des Services sociaux nous a fait plaisir. Il a introduit une nouvelle réforme alors qu'on était en collecte de données, ce qui fait que ça a changé un peu nos plans. Mais tout ça pour vous dire que on a eu beaucoup de... Pour arriver à mieux comprendre la transformation, on voulait questionner les cadres et les travailleurs sociaux au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Et avec l'aide de l'Ordre des travailleurs sociaux et de l'APTS, nous avons réussi à obtenir, en fait, à faire 71 entretiens avec des travailleurs sociaux et une douzaine avec des cadres. Aujourd'hui, on va se concentrer simplement sur les travailleurs sociaux. Mais sachez qu'en 2 semaines, on avait 82 réponses à nos demandes d'entrevue, ce qui est extrêmement rare quand on fait des entretiens en recherche qualitative. Là, quand on a 10 réponses, on est heureux. Avec 84, on a senti un fort besoin de parler de ce que les intervenants sociaux, les travailleurs sociaux étaient en train de vivre, en fait, dans un contexte de réforme assez difficile. Ce qu'on cherchait à comprendre, surtout, c'était la transformation des modes de gestion. Donc, comment la fusion des établissements, là, je ne vous donnerai pas les détails de la réforme, mais comment la fusion des établissements et surtout le pas qui était fait encore plus en avant vers la nouvelle gestion publique. Donc, comment la nouvelle gestion publique, des pratiques de gestion centrées sur la performance, la reddition de comptes et le contrôle des intervenants et des pratiques, en fait, comment ces transformations-là affectaient, en fait, le travail des intervenants sociaux, des travailleurs sociaux au sein du réseau, mais également comment ils affectaient, au final, les usagers du point de vue des travailleurs sociaux. Alors, pour aller très rapidement, parce que je ne peux pas commencer à vous décrire toutes les réformes depuis les années 90, mais je voudrais juste, par cette diapo-là, vous montrer à quel point, en fait, il y a eu de l'action dans le système de santé et des services sociaux depuis les années 90. Donc, vous voyez, les flèches en vert, c'est bien la couleur vert-gris, en tout cas en gris plus foncé, sont des rapports ou des commissions d'enquête qui ont été commandées par le gouvernement dans le but de transformer le réseau de la santé et des services sociaux. Et en gris pâle, on a le nombre de réformes. Alors, 4 réformes assez rapprochées, donc ça montre un peu l'intensité des réformes que les travailleurs sociaux, bien, l'ensemble des intervenants du réseau, mais dans notre cas, les travailleurs sociaux ont vécu, en fait, depuis c'est rendu 30 ans, là, depuis les 30 dernières années. Dans le cadre de cette réforme-là, dans le cadre de notre recherche, en fait, on a travaillé, entre autres, en collaboration avec l'Ordre des travailleurs sociaux dans le cadre d'une journée de formation qu'ils ont montée. On a travaillé à transformer nos résultats de recherche en illustration. Alors, on a travaillé avec un illustrateur dans le but d'imager les résultats de notre recherche et, en fait, on a, à la lumière des verbatim, donc des résultats, on a créé des illustrations. Évidemment, on aurait aimé ça les dessiner nous-mêmes, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait pour nous. On l'en remercie. Et en fait, aujourd'hui, notre présentation va se centrer autour de ces illustrations-là qui, on pense, sont assez parlantes. Alors, la première que vous voyez, là, je vous cite un verbatim, comme un gros monstre pour nous qui n'a pas de sens. Alors, vous voyez un peu cette illustration-là, ce qu'elle tente d'illustrer, c'est les propos des travailleuses sociales qui nous ont dit être évidemment écrasées par le poids du CIS, donc du Centre intégré de santé et de services sociaux, et aussi d'être, pour la plupart, en tout cas au moins en soins à domicile, beaucoup trop sur la route
route. Alors, on voit un peu la détresse de l'intervenante sociale qui doit effectivement faire une route chaotique pour arriver à la fois à l'établissement, mais aussi voyons, faire la prestation de soins. Voilà. Donc, c'est une image qu'on a, pour laquelle, en fait, qui nous parle beaucoup, et qui parlait aussi beaucoup aux intervenantes quand on l'a présentée. Ce qui est sûr, c'est que l'enjeu de l'éthique a été beaucoup soulevé par les intervenantes au cours de nos entretiens. Et en ce qui concerne cette illustration plus particulièrement, les intervenantes nous ont dit être écrasées par la reddition de comptes, c'est assez clair. Donc, évidemment, elles ont souligné les statistiques comme étant un problème important, hein, en lien avec la qualité des services qu'elles pouvaient livrer, comment aussi les statistiques devenaient un élément de contournement du système, on verra pourquoi, et que ces statistiques-là aussi affectaient le fait de devoir rendre compte continuellement de leurs faits et gestes professionnels, comment ça affectait aussi leur autonomie. Alors, on a sélectionné quelques verbatims pour illustrer, là, je pense que je ne suis pas sûre que vous pourrez lire, mais vous pourrez les relire après. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs éléments, mais je vous lis un extrait ici. En fait, la travailleuse sociale ici nous dit « On a beaucoup de pression pour faire les choses vite, pour qu'on aille dans la même direction que l'administration, alors que l'orientation devrait aller à l'opposé. » Alors, on a eu beaucoup d'intervenantes qui nous ont affirmé être un peu en porte-à-faux avec les directives de l'administration et d'être prises, en fait, sous une charge de travail trop importante. Si on poursuit, toujours avec les statistiques, mais face à l'enjeu de la performance, comment, dans leur travail, on dicte maintenant leur conduite en termes de pratique. Alors, comment le fait de rendre des comptes et d'avoir à atteindre des résultats particuliers, comment, en fait, ça transforme leur pratique. Donc, on passait d'une obligation de voir 25 usagers différents à, bon, là, c'est une expression à one big shot, à big one shot, 45 usagers différents. Donc, vous voyez, c'est presque le double. Dans ce temps-là, ils nous donnaient 6 mois par client de suivi, 4 rencontres par journée. Il y avait comme des barèmes qui se mettaient en place. Donc, on voit un peu la pratique des intervenantes qui est transformée par le fait qu'on doit maintenant répondre à des meilleures pratiques et à s'inscrire dans un objectif managérial. Donc, transformation de la pratique par l'intensité, si on veut, du travail. Dans le même type d'idée, en fait, quand les intervenantes nous répondaient à ces questions, évidemment, elles ont l'impression de ne pas répondre à leur code d'éthique ou à leur code de déontologie, disant être souvent contrevenir à plusieurs des articles, mais se disent contraintes par leurs employeurs, en fait. Hein. On est contraint, c'est l'employeur qui me contraint à aller à l'encontre de mon code de déontologie. Donc, on les retrouve, on le verra un peu plus tard, là, mais dans des situations de souffrance, évidemment, éthique assez généralisées. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a fait nos entrevues vraiment dans la période où la réforme s'installait. Je pense que ça a aussi teinté nos résultats parce que quand il y a une réforme, il y a de grands changements. Il y avait de grands changements. Bon, on peut se demander, mais je pense que le discours ne serait pas très différent aujourd'hui, mais il reste qu'il faut savoir que c'était une période de changement important, donc de déstabilisation des travailleurs sociaux, c'est sûr. Des cadres aussi, hein, je n'ai pas parlé des cadres, mais eux aussi étaient dans la même situation. Justement. En fait,
les travailleuses sociales nous ont rapporté être souvent en conflit éthique face au type de gestion. L'illustration que vous voyez ici, en fait, ce qu'elle illustre, c'est en fait le ou la cadre qui est elle-même prise avec des comptes à rendre et, bon, une intervenante sociale qui essaie d'aller avaliser ses pratiques ou en tout cas essaie d'aller questionner aussi les façons de faire et qui reçoit peu d'écoute. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le cas, hein, mais c'est-à-dire que dans les verbatims, vous allez voir, on va en explorer encore, c'est ce qui ressortait beaucoup, hein, le fait qu'il n'y ait pas d'écoute. Est-ce que c'est lié à un individu? Non, c'est la structure, mais il reste que dans les relations de travail, ça pose souvent problème. Donc, toujours en ce qui concerne l'autonomie professionnelle, donc, mes collègues, on a juste un exemple, mais mes collègues, on ne dit pas non à notre boss. Donc, on sent qu'elles sont forcées d'appliquer, en fait, ce qu'on leur demande. Parce que tu es une professionnelle, tu as une autonomie professionnelle et tu as un jugement critique à apporter, si tu ne l'as pas fait, c'est de ta faute. Ça, ce n'était pas comme ça avant les C3S et avant la loi 10. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'avant... Ça fait-tu du... Oh, OK, je me dépêche. Donc, qu'avant, dans le fond, 10 ans plus tôt, c'était pas comme ça. Il y avait une autonomie professionnelle et elle était portée par l'établissement. Aujourd'hui, il y a vraiment un transfert de la responsabilité sur l'intervenant, sur le travailleur social. J'accélère un petit peu. Vous voyez ici, on a un exemple parfait. Là, moi, personnellement, je suis en plein conflit éthique. Donc, il n'y a pas d'équivoque, en fait. Avec mon employeur, la charge de travail et la responsabilité professionnelle. Le système va à l'encontre de ma pratique professionnelle que je souhaiterais, en fait. Donc, on sent ici une tension dans les valeurs professionnelles et les demandes qui viennent de l'employeur. De la même manière, ici, l'intervenante parle, en fait, de ne pas avoir des gestionnaires qui proviennent de la même discipline. Ce n'est pas dans le verbatim ici, mais il y a une intervenante qui expliquait qu'en fait, souvent, les gestionnaires lui demandaient de faire en sorte de mettre les personnes sous curatelle. Puis là, elle se battait pour dire, bien, je ne peux pas mettre les personnes sous curatelle, je peux juste faire une évaluation pour savoir si. Et il y avait vraiment une exigence de la part du gestionnaire. Donc, il y a toujours une tension entre ce qui est demandé et ce qui devrait être, selon toujours les travailleurs sociaux et leur code, leur déontologie. Un peu de la même manière, donc un contrôle des praticiens. Ici, sur le verbatim, sans le lire, on parle d'agenda électronique. Donc, une mesure de contrôle de savoir est-ce que l'intervenant remplit bien, dans le fond, les nouvelles exigences qu'on a mises en place, donc la technologie qui sert à contrôler, si on veut, les intervenants. J'essaie de te laisser du temps. De la même manière aussi, l'autonomie professionnelle, encore une fois, qui est mise à mal. Donc, toujours une mécanique où ce que dit ce verbatim-là, c'est qu'il faut toujours être en train de se justifier au patron, de négocier pour avoir une rencontre de plus, poser, en fait, d'intervenir en fonction de son jugement professionnel plutôt qu'en fonction des résultats à atteindre par l'établissement. Et en fait, avant de passer la parole à Josée, ce qui nous a semblé important de souligner aussi, c'est en fait toutes les pratiques silencieuses qui se sont développées. Donc, de continuer à appeler les clients ou les usagers, de le faire, mais sans
le noter au dossier parce que on demande de ne plus le faire. Sauf que éthiquement, face aux personnes qu'elles accompagnent, les intervenantes, les travailleuses sociales sentent ce devoir-là. Et là, ça devient des pratiques silencieuses qui peuvent, au final, leur être reprochées. Hein? Donc, encore une fois, on revient à l'individu, au professionnel qui est pris seul un peu devant, à la fois pris entre son code déontologique et les demandes de l'établissement. Et en fait, elle le dit elle-même, c'est illégal que je ne rentre pas tout ça dans mes notes, mais je le fais parce que je veux être en accord avec mes principes professionnels. Donc, je vais passer la parole à Josée qui va continuer. Je vais me dépêcher. Je suis désolée. Vous avez compris que nous sommes dans des nouvelles normativités. Hein? Il y a ici toutes les logiques, la logique institutionnelle qui confronte aussi là, la logique professionnelle. Puis devant les nouvelles normativités, bien, on a des acteurs aussi en perte de repère, hein, en perte de repère, en perte de sens, hein, en perte de direction pour agir. Donc, on a des acteurs qui sont parfois désorientés ou démobilisés aussi face à la perte de sens. Donc, il y a parfois une souffrance au travail. De jour va parler aussi d'une souffrance éthique. Et lorsque la souffrance est trop grande, hein, bien, il y a la maladie, retrait du milieu de travail. Au niveau du réseau de la santé et des services sociaux, on n'a jamais eu un haut taux d'absentéisme comme on a actuellement. Donc, il faut se poser des questions sur les conditions de travail. Ici, je débuterai par le verbatim, ici, là, qui est parlant. Là, il y a une intervenante qui mentionne « J'ai été prise entre mes valeurs qui disaient « non, je ne le ferai pas », elle parle ici à son supérieur, entre la pression de je vais faire ça » ou « je ne le ferai pas ». Si tu dis oui, bien, ça va aller plus vite. Finalement, ça arrange le boss. Finalement, c'est la responsabilité individuelle. En fait, on voit ici là, que confronter l'autorité hiérarchique, bien, on risque de se retrouver aussi en conflit relationnel, hein, puis c'est jamais, je dirais, une position confortable. Il y a un sentiment aussi chez certains intervenantes, un sentiment de se sentir là, parfois seul, je dirais, là, face à certaines demandes du supérieur, hein, et ça ne devrait pas être le cas. Et donc, une espèce de sentiment de porter un fardeau également. Et puis, l'intervenante mentionne ici, bien, c'est difficile à porter. Donc, ça revient ici, entre autres, à cette difficulté à porter là peut amener aussi une souffrance au travail, quotidiennement vécue aussi, là, de se retrouver aussi dans des relations conflictuelles, ou fréquemment se retrouver aussi en tension entre l'idéal du travail, ce qu'on souhaite accomplir et ce qu'on peut accomplir, aussi les marges de manœuvre ou l'autonomie professionnelle pour agir. Je poursuis ici. On pourrait se poser la question, est-ce que les travailleurs sociaux ont quand même toujours leur propre identité? En fait, les postures sont variées. Dans les discours des intervenantes, les postures sont variées, en fait. Il y a une tendance chez certaines intervenantes là, à vouloir se conformer à la norme, hein, mais c'est assez lourd, hein, vouloir se conformer à la norme. C'est très exigeant, puis on ne la rencontre jamais aussi, cette norme-là. Il y a toujours des exigences qui arrivent. Pour d'autres, bien, c'est de vouloir défendre à tout prix le travail social, ce qu'on croit juste. Et pour d'autres, bien, le sentiment d'inconfort va être présent, comme l'intervenante mentionne ici. Là. Il y en a qui sont plus confortables que d'autres. Moi, je suis inconfortable. Et on peut dire que dans le nombre d'intervenantes qu'on a rencontrées, il y avait un haut taux de souffrance aussi au travail. En fait, il y a une chose essentielle là, qu'on n'a pas mentionnée jusqu'à présent. En fait, là, lorsqu'on est en grande transformation structurelle, il y a aussi la population qui est en perte de repère. Hein. On est un système de santé et des services sociaux, c'est un système complexe. Donc, c'est aussi toute la population aussi qui a de la difficulté à se retrouver aussi à l'intérieur des nouvelles structures. Et les intervenantes sont aussi conscientes de ça. On en a parlé rapidement hier, mais ça a été mentionné. M. Bourgeois a mentionné ça. Je trouvais ça intéressant de le dire parce que l'éthique, c'est aussi politique. En fait, il y a nécessité, finalement, il y a nécessité du dialogue aussi à l'intérieur même de nos structures, de nos milieux institutionnels. Il y a nécessité aussi d'un travail en concertation. On doit, je pense que M. Boulet
en parlait hier, la nécessité d'un travail en concertation entre les acteurs, peu importe nos statuts. Il y a nécessité de solidariser socialement aussi et de travailler pour des institutions justes. Je trouve le schéma intéressant aussi parce que j'ai été moi-même cadre dans le réseau de la santé et j'ai eu un plaisir énorme à travailler avec les intervenants. Et lorsqu'on a des conditions qui le permettent, il y a un travail formidable qui peut se faire au sein de nos institutions. Vous voyez, le schéma démontre qu'on est dans un équilibre précaire, hein, ici. Puis, est-ce que je peux rajouter? Aussi, cette illustration-là, en fait, elle évoque, c'est un peu l'opposé de celle où il y avait la gestionnaire un peu le dos tourné, un peu fermé. C'est que plusieurs intervenantes nous ont mentionné le fait que quand il y a un gestionnaire qui est ouvert, ça aide. Donc là, on avait cette illustration. Et est-ce qu'il y a de l'espoir? Bien, vous voyez, on a terminé avec... En fait, dans les discours, comme dans les postures, on retrouve des intervenantes qui ont envie aussi de défendre notre système public. Hein, on a parlé, là, on a un système public en démantèlement, mais on a des intervenantes prêtes aussi à défendre leur posture aussi, à revendiquer. Tout n'est pas noir, en fait. Il y a de l'espoir de mon point de vue et dans les discours, même s'il y a une fatigue, une souffrance au travail, on a aussi des intervenantes qui se mobilisent également. Voilà, merci.